Bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation Sortir des sentiers battus, les TI et l'entreprise s'unissent pour innover. C'est un peu mystérieux et flou comme titre, mais en fait, ça met la table pour un sujet qui, j'espère, vous préoccupe et auquel vous recevez beaucoup de questions dans vos organisations. Donc, c'est la mise en place d'un roadmap, donc d'une feuille de route, d'un programme de sécurité pour s'assurer qu'il va être pertinent et auquel votre organisation va adhérer. Donc, la présentation est en français, bien évidemment. Et puis, je vais vous présenter un peu, nous, ce qu'on a fait dans le cadre de notre organisation pour mettre en place un roadmap de sécurité qui soit pertinent et auquel l'organisation va adhérer. Donc, à propos de moi, rapidement, j'ai finalement 40 minutes, donc je vais peut-être aller à l'essentiel. Si vous avez des questions par la suite, ça va me faire plaisir d'y répondre, puis je vais rendre la présentation, évidemment, disponible pour que vous puissiez la regarder plus en détail. Donc, Sébastien Lapointe, je travaille en sécurité de l'information, sécurité informatique depuis plus de 17-18 ans. Donc, j'ai commencé dans les débuts, en même temps que les débuts de l'Internet, vers les années 95-96. Je travaillé au gouvernement fédéral à Ottawa, j'ai travaillé dans les banques, les institutions financières, et depuis 2 ans, je suis le premier responsable de la sécurité de l'information à la STM. Je m'excuserai, je suis quelqu'un de très dynamique, je vais essayer de ne pas m'éloigner du micro parce que on n'a pas le micro sur nous. Donc, je vous présente un peu dans le cadre de mes responsabilités ce qu'on a dû mettre en place à la STM. Mais tout d'abord, la STM, pour ceux qui ne sont peut-être pas de Montréal, il y en a qui ne sont pas de Montréal en fait ou qui ne connaissent pas la STM. La STM, c'est beaucoup d'histoire. Donc, les autobus, ça date de plus d'il y a 150 ans. En 2016, la STM fêtait le 50e anniversaire de son métro, qui avait été inauguré en 67. On est en fait la deuxième plus grande en importance société de transport après Toronto et la troisième en Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est la STM? C'est des millions de déplacements à chaque jour. Au-dessus d'1 million de personnes sont déplacées chaque jour via les services de la STM. Des lignes de métro, les autobus. On a des systèmes informatiques pour supporter tout ça. Je vais vous expliquer un peu au courant de notre présentation c'est quoi, nos crown jewels, puis c'est quoi les services les plus importants sur lesquels la business s'appuie sur les TI pour les rendre. Et on est 9300 quelques employés présentement. Puis la particularité de notre organisation, c'est qu'on a à peu près la moitié de nos employés qui sont des non-branchés, si on veut. Donc, que ce soit un mécanicien, un chauffeur d'autobus, ces gens-là ne sont pas devant un ordinateur à longueur de journée, ils ne reçoivent pas de courriel, etc. Donc, on a du mécano jusqu'aux admins de système TI. On a une clientèle qui est assez diversifiée. Donc, pour se rendre où on est aujourd'hui, puis où on parle de cybersécurité, on va prendre, si vous me permettez, on va prendre un peu de recul, regarder qu'est-ce qui s'est passé au courant des dernières années. Puis ça coïncide un peu aussi au moment où moi j'ai commencé à travailler en sécurité informatique. Donc, l'évolution de la sécurité informatique, au départ, on a vu beaucoup de duos. Donc, c'était quoi la sécurité informatique? C'était des outils, c'était des antivirus principalement, puis des firewalls. Ensuite, on a vu des modèles comme Bob et Alice qui expliquaient c'est quoi l'infrastructure avec les publics, comment on est capable d'envoyer un message crypté, comment on est capable de décrypter, faire de l'authentification avec des systèmes d'infrastructure avec les publics assez complexes. Bref, on était vraiment dans une période où la sécurité informatique, c'était une expertise très technologique, puis ça sortait pas beaucoup de là. On est passé en 2000 à une ère où il y a eu plus de visibilité sur tout ce qui est la sécurité et la conformité. Donc, c'est sorti un peu des TI parce que là, on commençait à avoir des modèles d'impartition. A vu naître les modèles d'offres de services de CGI puis d'IBM, qui sont probablement les plus gros joueurs au Québec, qui ont commencé à donner des services d'impartition en exploitation. Ce qui nous a amené, nous, les gens des TI, à faire des revues de 59-70 de façon annuelle, revoir si les contrôles sont en place, est-ce que notre exploitant performe bien, etc., etc. On a eu aussi Enron et puis WorldCom qui nous ont donné Sarbanes et Oxley, donc encore plus de conformité, et puis probablement le pire acronyme de l'histoire des TI qui est né, donc SOX. Ça nous a peut-être moins touché au Canada. On a eu une version de SOX qui était l'équivalent de 5209, etc. Peut-être que vous aviez ça dans vos responsabilités d'assurer la conformité à ces réglementations-là. 2005 à 2012, on est passé dans une période où on parlait plus de sécurité stratégique. Donc, sont arrivés les best practices. En fait, je dis sont arrivés, mais le BS 7799 existait depuis longtemps. Mais là, vraiment, il y avait une adhésion à la norme ISO 27002 qui était un 7799 à l'époque. Et puis là, on parlait plus de gouvernance. Donc, les gens de sécurité
voulait commencer à être plus stratégique, avoir l'opportunité de parler avec la haute direction, parler de classifier les informations, donc être capable d'identifier c'est quoi les informations les plus précieuses pour l'organisation, s'assurer qu'on met en place les mesures de protection adéquates en fonction de ce niveau de sensibilité-là. On arrivait avec le concept de faire des analyses de risques, donc être capable de présenter de façon pertinente des risques pour l'organisation, pour être capable d'aller chercher des budgets d'investissement. On avait aussi beaucoup mettre en place les politiques, les cadres normatifs, etc. Donc, c'est un peu une nouvelle ère qui était la sécurité stratégique, où là, on a un peu redéfini, puis on est venu balancer entre les outils, là, puis les processus pour protéger notre organisation. En 2013, ce serait quoi, selon vous, l'évolution technologique, pas l'évolution technologique, mais le buzzword qu'on entend le plus? C'est la cybersécurité. Donc, c'est le mot qui est sur les lèvres de tous les CA. Je ne sais pas si quand vous avez eu les événements qui sont passés justement cette semaine avec PITIA, avec WannaCry il y a 1 mois et demi, c'est rendu maintenant qu'on reçoit des courriels qui viennent d'assez haut, assez rapidement, puis qu'on nous demande est-ce que nous, notre organisation, peut être impactée par ça? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour se protéger? Ici, j'ai une ligne du temps qui montre un peu les grands événements qui sont survenus depuis 4-5 ans, là, depuis que la cybersécurité est rendue une préoccupation de la haute gestion. C'est des exemples que nous, on a utilisés dans notre programme. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Mais là, on a mis la TD là parce que c'était la première banque canadienne qui s'était fait attaquer par un déni de service distribué là, ou un DDoS. Target puis Home Depot, les POS s'étaient fait attaquer, donc compromission des numéros de carte de crédit. Le petit cœur, c'est Heartbleed, vous avez sûrement connu. C'est la première vulnérabilité qui avait autant de marketing autour d'elle, elle avait son propre logo, puis c'est une vulnérabilité, je pense, que les hauts gestionnaires ont vu dans les médias, se sont retournés vers les TI, disaient hey, « ça nous touche-tu? Qu'est-ce qui se passe avec ça? » etc., etc. Là, je voulais montrer un peu plus en détail, mais c'est des éléments qu'on a utilisés, nous, dans le cadre de notre communication auprès des hauts gestionnaires pour leur présenter un peu le landscape de c'est quoi la cybersécurité, qu'est-ce qui se passe. Sur une autre note, là, il y a le World Economic Forum qui produit là, quand même un rapport qui est assez réputé à chaque année, là, le Global Risk Report. Puis depuis un certain temps, la cybersécurité ou les risques de cyber font partie là, de ceux qui sont dans le top en haut avec les risques économiques, les risques environnementaux, etc. Donc, c'est pas peu dire, c'est un risque qui globalement maintenant est reconnu comme étant très important puis pouvant avoir des impacts sur l'organisation qui sont assez grands. J'avais vu un énoncé aussi, on disait que d'ici 10 ans, tous les criminalistes, on ne parlerait même plus de cybercriminalité, ce serait juste de la criminalité point parce que ce serait tellement évident que ça se passe beaucoup via les systèmes informatiques. Petite définition, des fois, votre board, si votre board parle de cybersécurité, utilisez le mot cybersécurité. Des fois, les gens s'attardent sur la sémantique, sécurité de l'information, sécurité informatique, cybersécurité. En gros, sécurité de l'information, vous le savez, c'est large, ça couvre l'information sous tous ses formats, donc protéger l'information, qu'elle soit papier ou sur les systèmes. Cybersécurité amène plus la notion des cyberattaques, donc des attaques qui passent via les systèmes informatiques. Sauf qu'on ne peut pas avoir une vue non plus trop étroite puis se dire, bon, on regarde juste les systèmes, on ne regarde pas les gens puis les processus. Donc, vous savez, c'est un ensemble, c'est un système qu'il faut protéger dans tout son ensemble. Donc, pour les bénéfices de la présentation, bien, on parle beaucoup de cyber, donc ça va être tout ce qui touche la technologie, mais aussi les gens et les processus qui tournent autour de ça. Qu'est-ce que votre haute direction ou les membres de votre CA se posent comme question maintenant qu'ils voient la cybersécurité dans les nouvelles puis qu'ils savent que, oh mon Dieu, j'ai une responsabilité, moi, de m'assurer que notre organisation fait les bonnes choses? Bien, de un, ils se demandent c'est quoi les questions que je dois poser pour être assuré. Après ça, ils vont se dire, bien, est-ce qu'on en fait assez sans en faire trop? Parce que les investissements, à un moment donné, ils doivent être bien balancés. Puis, comment je vais faire pour savoir qu'on est en train de faire les bonnes choses, qu'on est sur la bonne voie, qu'on garde le cap puis qu'on gère bien notre risque? Et puis, finalement, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions d'investissement? Est-ce qu'on a choisi les bonnes mesures pour se protéger adéquatement? Donc, dans le cadre de ma présentation, on a mis ça en 3 grands volets. Donc, on va se poser la première question qui est plus de niveau stratégique. Donc, c'est quoi le landscape de la cybersécurité? Donc, c'est quoi ça, la cybersécurité? C'est quoi les menaces qu'il y a dans le monde? Puis qu'il faudrait peut-être informer notre haute direction et nos membres de CA. La deuxième est plus sur le plan tactique. Donc, maintenant qu'on connaît le landscape, c'est quoi, nous, notre posture? Donc, c'est quoi nos capacités pour se protéger de ces menaces-là? Puis les menaces aussi, peut-être qu'on ne connaît pas. Donc, on a des façons de détecter ce qui se passe sans toujours être en mode réactif. Et la troisième concerne les aspects opérationnels. Donc,
quelle reddition de compte que je fais à ma haute direction, quelle reddition de compte que je fais à mon CA, pour être capable de leur permettre de prendre les décisions qui leur reviennent. Fait que si vous permettez, on va y aller avec ça. La première question, comme je vous disais, c'est l'aspect stratégique. Je vais vous montrer un peu comment à la STM, on a fait une tournée à travers l'organisation pour être capable de sensibiliser les gens, mais sans non plus rentrer dans le détail technologique qu'eux ne comprendront pas. De toute façon, normalement, lorsqu'on a une audience avec eux, c'est souvent pas pour une présentation d'1 heure. Donc, il faut être assez... la plupart du temps, ils me donnent une demi-heure, puis quand on arrive, ils me disent « Peux-tu le faire en 10 minutes? » Donc, il faut se préparer à toute éventualité, puis il faut vraiment être très, très concis, et amener des éléments là, très pertinents. Donc, quand on prépare cette partie-là de la communication, ce qu'on va sortir comme extrait, c'est vraiment une mission pour notre programme de sécurité. On va sortir aussi des principes directeurs, puis c'est important pour garder le cap, d'avoir des principes sur lesquels on s'aligne. Puis, identifier évidemment nos parties prenantes clés, parce que quand je dis qu'on sort des chantiers battus, c'est que c'est pas juste les TI qui font un programme technologique de sécurité, c'est vraiment un programme pour l'organisation, une stratégie pour gérer ces risques. Donc, notre stratégie de communication, la première chose que je vais vous dire, j'en ai-tu qui sont CISSP, CISM, ISO, Lead Auditor dans la salle? Oubliez tout ce que vous avez appris là-dedans, les 10 domaines de CISSP ou les contrôles de CISA, etc. Ça ne vous servira à rien. Ici, ce qu'il faut sortir, c'est vraiment vos aspects, vos talents de marketing, de communication. Allez chercher des IOU que vous avez avec vos gens de marketing dans votre organisation puis de communication pour qu'ils vous donnent un coup de main pour rendre ça un peu plus sexy, votre présentation, puis être capable de passer les bons messages au bon niveau. Donc, on est peut-être des experts dans notre domaine, mais on n'est pas nécessairement des experts en communication et en marketing. Donc, pour être capable de faire ça, nous, on a le réflexe de toujours travailler avec notre partenaire de com et de marketing. Donc, on a présenté un portrait de c'est quoi la cybermenace. On s'est assuré aussi de vulgariser le message pour que les gens soient capables de comprendre. Puis, comme je vous disais tantôt aussi, de mettre l'emphase sur les impacts d'affaires, le what's in it for the business, qu'est-ce qui les concerne eux autres et non pas rentrer dans le détail de WannaCry, qu'est-ce que ça fait, etc. au niveau technologique. Présenter des événements qui sont survenus ailleurs, mais dans des organisations du même domaine, comme nous dans le domaine de transport. Faire des liens avec les processus d'affaires et les risques opérationnels, puis présenter des scénarios de risque qui soient concrets et qui soient très pertinents. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous avais montré tantôt une ligne du temps avec des événements. On en a pris quelques-uns pour passer le message rapidement qu'est-ce qui se passe au niveau de la cybersécurité dans le monde. Donc, on avait présenté le premier logo en haut, c'était Ashley Madison. Vous vous souvenez tous quand ça avait fait les manchettes. Donc, ça là, on l'utilise pour montrer que ça peut venir chercher personnellement les gens. Donc, quelqu'un qui avait décidé que lui, il voulait avoir des relations extra-conjugales puis qui avait un compte avec Ashley Madison, bien, c'est peut-être fait exposer sa situation et puis ça a amené à des gens qui sont... c'est sûr que ça a brisé des ménages. Il y a des gens même qui sont allés jusqu'à s'enlever la vie. Donc, tout ça parce qu'Ashley Madison avait peut-être une mission qui était, on peut dire, discutable, mais en plus, elle n'avait pas bien sécurisé ses infrastructures et son informatique. L'autre qu'on montre ensuite, c'est Morgan Chase. C'est une banque aux États-Unis que vous connaissez peut-être. Lui, on l'amène pour montrer qu'on ne pourra pas, même si on met des investissements considérables en sécurité, en cybersécurité, on ne pourra pas se prémunir de toutes les attaques. Donc, vous avez vu Kevin Mitnick ce matin, là, je veux dire, si quelqu'un comme Kevin Mitnick décide d'attaquer votre organisation, là, vous avez beau avoir un programme de sécurité qui soit béton, vous allez probablement vous faire frapper assez solide. Donc, JP Morgan investissent un quart de milliard par année en cybersécurité. Puis ils se sont fait défoncer. Je ne sais pas si vous connaissez l'attaque, mais ils se sont fait frapper par un Advanced Persistent Threat, puis une attaque très sophistiquée. Puis ça leur a fait très mal, malgré qu'ils sont très avancés au niveau de la maturité dans leur programme de sécurité. Je vous ai parlé tantôt du petit logo de Heartbleed. Donc, ça, on l'a apporté parce que Heartbleed venait miner un peu la confiance qu'on pouvait avoir dans les protocoles de chiffrement transactionnel, tout ce qui se fait par paiement par carte. Vous savez, les cartes de crédit et les banques misent sur la confiance des gens. Donc, si les gens ont plus confiance dans leur carte de crédit, ils vont arrêter de l'utiliser. Puis là, c'est pas très bon pour les affaires. Target, on l'a mis nous parce que vous êtes peut-être un titulaire d'une carte Opus. Donc, on a un système à la STM de carte Opus pour le transport. Et puis, maintenant, on est capable de payer directement, mettre à jour notre carte, acheter des titres, etc. Donc, on est assujetti à PCI. Target était conforme PCI et pourtant ils se sont fait défoncer via un fournisseur de services, etc. Vous connaissez peut-être l'histoire. Fait que ça, on l'explique à notre haute direction, ce contexte-là, pour leur dire que même si on est PCI, oui, check conformité, c'est le fun,
mais il faut aussi être vigilant parce qu'il peut arriver des incidents. Et finalement, TD, j'aurais pu amener n'importe quelle banque américaine parce que depuis qu'il y a eu la crise financière en 2008, il y a eu plein de banques américaines qui s'étaient fait frapper par des DDoS, par les activistes, que ce soit les Anonymous de ce monde. Et la banque TD s'était fait frapper en 2013. La Ville de Montréal s'est fait frapper aussi lors de la grève étudiante. Et nous, étant associés avec la Ville de Montréal, on a aussi subi des DDoS sur certains de nos systèmes. Donc, on avait été appelés à mettre des choses en place. Fait que ça, je l'ai juste rappelé à la direction qu'on n'est pas tout le temps là assis à attendre. On est proactif, puis on met des choses en place, puis on justifie des investissements. Je vous disais d'entrée de jeu aussi qu'il faut présenter des scénarios dans le même domaine. Donc, on était capable d'aller chercher un incident qui s'est passé à BC, donc à Victoria. Il y a une organisation de transport qui s'était fait frapper. Ils n'ont pas donné le détail c'était quoi l'attaque, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été obligés, tous les chauffeurs d'autobus n'avaient plus leur agenda, donc ça a eu un impact sur la livraison de services des autobus immédiats. Ils ont été obligés de faire un reset des mots de passe de tous les gens dans leur organisation, donc vous pouvez penser la perte de temps que ça a été pour eux autres de remettre toute la situation en ordre puis redevenir opérationnel, en plus de la mauvaise presse que ça leur a faite. Puis Dieu sait que la STM, on n'aime pas ça, la mauvaise presse. Quand il y a des pannes de métro, c'est pas long que les journalistes sont sur notre dos. Donc, si on est capable d'éviter au moins les crises qui touchent la sécurité, la cybersécurité, on va être bien content. Puis si encore là, ils ont des questions, puis ils disent « Ouais, ça se passe juste ailleurs », vous pouvez leur dire « Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg ». Vous avez le lien, vous connaissez peut-être ce site-là, Information is Beautiful. C'est tous les incidents qui touchent des renseignements personnels qui ont été compromis, exposés, sont recensés là, sur ce site web-là. C'est très dynamique, là, tu peux filtrer par type d'attaque, etc. Ça donne une idée de l'ampleur mondiale des cyberattaques dans les dernières années. Là, s'il y a encore quelqu'un qui vous demande « Oui, mais on a des firewalls, on a des antivirus, on devrait être correct », bien là, vous leur montrez cette image-là. S'ils ne comprennent pas, vous faites juste vous pouvez leur faire la métaphore de à la maison, dans le temps, vous aviez vos enfants, vous saviez ce qu'ils faisaient, vous aviez votre bas de laine avec vos économies en dessous du matelas. Donc, tout était sous le contrôle dans votre maison, dans votre cour. Bien, même affaire pour la technologie. Avant, on avait tout dans notre réseau, était accédé via des postes contrôlés par l'organisation, les bases de données, les systèmes, les serveurs, tout était chez nous, donc c'était plus facile d'avoir le contrôle. Mais maintenant, nos enfants ont accès à l'Internet dans leur chambre, sur leur téléphone, à peu près sur n'importe quoi. Donc, c'est difficile de garder le périmètre. Les périmètres n'existent pratiquement plus, donc le paradigme est fini. Puis c'est là qu'on leur a amené, sans rentrer dans le technique, on leur a montré un peu l'image d'aujourd'hui, comment nous, ça peut nous affecter. Donc, en 2010, à la STM, on avait des systèmes, oui, mais étaient beaucoup plus fermés. Exemple, SAP était juste accessible lorsqu'on était à l'intérieur du réseau corporatif, puis très peu de gens avaient accès de l'extérieur pour entrer sur le réseau. On avait InfoRéseau, qui était finalement notre intranet, qui présentait de l'information assez statique, que tu peux juste accéder du réseau. On avait Astuce qui contrôlait tout ce qui est les autobus chez nous, là, donc les horaires des chauffeurs, etc. Puis encore une fois, c'est des systèmes qui étaient internes. Et la carte puce, on devait se présenter à une borne pour la recharger, donc il n'y avait pas d'application web pour contrôler ça. Ça, 2010, on ne parle pas de 10 ans, là, donc on parle juste d'un 5-6 ans. Ça a changé beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a fait des projets. On a notre portefeuille d'investissement doublé pratiquement à chaque année là, à la STM. Là, on est rendu qu'on gère là, sur le prochain 3 ans, on a un portefeuille d'à peu près 200 millions, juste en projets technologiques. Sont arrivés les BYOD de ce monde, donc les gens veulent accéder maintenant à l'information corporative avec leur device. Ils veulent accéder à SAP, voir leur talon de paye, ils veulent pouvoir mettre à jour dans quel compte leur paye est déposée. On a le site de la STM qui était très statique, qui est devenu maintenant un site dynamique dans lequel on peut se créer un compte personnalisé. On apprend à connaître c'est quoi les préférences d'un utilisateur, donc des renseignements personnels sur la personne qu'on se doit de protéger. L'application eBus qui s'en vient va nous dire en temps réel ton autobus il est rendu où. Nous, à l'interne, ça va nous permettre de gérer aussi notre flot d'autobus. S'il y en a un qui est en panne, en envoyer un autre. Donc, ça devient des systèmes qui sont très, très critiques pour l'organisation parce que nos processus commencent à en dépendre. Opus à l'année, Opus en ligne, bien, la fameuse carte Opus qui était très statique où on allait sur la borne pour la charger. Maintenant, tu peux aller en ligne, donner ton numéro de carte de crédit, puis elle se paye automatiquement à chaque année. Ou à chaque mois, là, tu peux aller la charger avec la petite bidule USB là, pour laquelle on a eu une très mauvaise presse. Mais bref, on a ouvert nos systèmes et pour rendre des services, c'est des besoins qui sont très légitimes. Par contre, ça nous expose à plus de vulnérabilité, plus de renseignements personnels stockés et des informations transactionnelles.
On a pris le virage aussi des médias sociaux. Donc, on a des gens qui parlent de nous sur les médias sociaux. On a des gens à l'interne qui publient de l'information sur les médias sociaux lorsqu'il y a une alerte, un métro en panne, etc. Donc, il faut contrôler l'information qui est dite sur nous. Et il faut en même temps être capable de gérer le message. Info numérique, nos systèmes, comme je vous disais tantôt, dans la petite maison, tout était à l'interne, mais de plus en plus, on s'en va vers des systèmes dans le cloud parce que ça nous libère, ça nous permet de focusser sur des affaires à valeur ajoutée et mettre un peu plus d'emphase sur notre core business. Dernière image que j'ai ajoutée, Montréal, la ville intelligente. On a un maire, Denis Coderre, puis là, en plus, on est en période d'élection, fait que je te dis que les projets ils se dépêchent à livrer. La vision de M. Coderre est très bonne. Par contre, pour nous autres, l'impact que ça a, si on gère bien nos vulnérabilités à l'interne, puis là, on se met à interconnecter avec toutes sortes d'objets intelligents qui, eux, ont des vulnérabilités, bien là, on crée des portes dans nos réseaux, dans nos infrastructures critiques. Une fois qu'on a présenté tout ça, je vous dirais que le message est assez bien compris. Les gens de la haute direction font facilement le lien avec les opérations, donc livrer le service autobus, livrer le service métro. Évidemment, notre organisation est peut-être plus orientée sur la protection de la disponibilité des services que la protection des renseignements personnels puis les fuites de données ou la confidentialité. On n'a pas vraiment, on ne produit pas de IP, d'informations privilégiées ou pas privilégiées, mais propriétaires. On n'a pas de brevet, ce n'est pas nous qui concevons les métros. Donc, ça nous touche moins peut-être qu'une compagnie pharmaceutique, etc. Maintenant, c'est quoi la mission du programme une fois qu'on a mis la table comme ça, sans leur avoir fait peur, mais tu sais, quand ils vont voir une présentation comme Kevin Mitnick, ils reviennent, ils se demandent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la mission du programme, c'est très, très simple à faire. On identifie en fait, c'est quoi la valeur ajoutée, de quoi on veut se protéger. Donc, dans notre cas, c'était de protéger premièrement la réputation de notre organisation. Donc, s'assurer qu'on ne fait pas les médias pour les mauvaises raisons. Préserver aussi la confiance du public et des clients pour s'assurer quand ils prennent le métro ou l'autobus, ils se sentent en sécurité. S'ils donnent des informations personnelles pour être capables d'être mieux servis, ils savent qu'on va bien gérer leurs informations. Protéger les actifs informationnels de l'organisation, mais comme je vous disais tout à l'heure, s'assurer que nos systèmes critiques informatiques sur lesquels la business s'appuie de plus en plus, que ces systèmes-là sont redondants, qu'on les teste pour la continuité, que quand il y a des pannes, malheureusement, s'il y en a, qu'on minimise le temps de cette panne-là pour diminuer les impacts, surtout en heure de pointe. Maintenant qu'on a défini c'est quoi la valeur ajoutée que le programme va amener, il faut regarder comment on va livrer ça, comment on va donner cette valeur-là à l'organisation. Puis c'est là qu'on va définir nos cibles. Donc, la première, c'est de maintenir des bonnes règles d'hygiène. Kevin Mitnick en parlait tout à l'heure. C'est beau, même si tu investis plein d'argent dans la technologie, tu vas chercher les derniers produits qui font du machine behavioral, d'analytique, etc. Mais si tu ne gères pas bien tes vulnérabilités, tes gens ne sont pas formés ou sensibilisés, si tu ne mets pas à jour tous tes patchs, bien, ça ne sert à rien d'avoir tous les derniers outils. Donc, on va commencer par avoir une fondation, des bonnes règles d'hygiène, une bonne gestion, un bon contrôle d'accès. Gestion des contrôles d'accès, c'est très important, vous le savez, dans vos organisations. Je pense que vos vérificateurs tapent probablement encore là-dessus, tout ce qui est Privilege Access Management. On va aussi réaliser, là où on venait doter de notre organisation d'une meilleure capacité, c'était toute la partie de surveillance et détection. Donc, nous, on était quand même très bons pour réagir. On est une shop qui a un ADN très opérationnel. Donc, quand il y a des incidents, les gens ont le sens de l'urgence et sont très bons. On se disait, si on est capable de diminuer les incidents en ayant la capacité de détecter s'il y a des événements qui sont pas normaux, qui se produisent dans notre réseau. Promouvoir les comportements sécuritaires, je pense que ça va de soi. Là. Je pense qu'on n'a plus besoin de le dire aujourd'hui. Il faut faire de la sensibilisation. Il y a une présentation tout de suite après la mienne qui va vous parler des stratégies de communication puis de formation pour faire une bonne sensibilisation. Développer une expertise interne pour l'analyse des menaces. Donc, la cybersécurité commençait à prendre beaucoup plus de place. On entend toujours parler que les fraudeurs, les pirates sont toujours une coche en avant de nous autres, puis ce qui est vrai. Mais être capable, nous, quand même, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, d'avoir des communautés d'échange d'informations sur les diverses menaces. C'est beau, on en voit beaucoup dans les médias maintenant, ça a beaucoup de visibilité, mais il y a quand même certaines informations plus pointues qu'on peut aller chercher en participant à des groupes d'échange avec d'autres organisations. Finalement, puis non le moins, d'assurer la continuité des services informatiques. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, mais on parle ici beaucoup d'avoir un plan, mais ce plan-là, de le mettre à jour, puis en plus de le mettre à jour, il faut le tester. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nos plans, on les teste,
mais on a ajouté des scénarios de cyber-incidents. L'année dernière, on a mis en place là, un ransomware. On a fait un scénario de ransomware qui affectait là, les opérations là, à un niveau critique. Donc, on a roulé la cellule de crise, puis on a appris beaucoup, là, on a pris des leçons apprises de ce test-là. Finalement, en mettant ensemble le quoi et le comment, on est capable de se faire un énoncé de mission à laquelle l'organisation va adhérer. Dans notre cas, c'était de doter l'organisation des capacités de détecter puis gérer les cybermenaces qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Je ne passerai pas à travers les principes directeurs qu'on s'est donnés, mais vous allez le voir dans ma présentation là, auquel vous allez avoir accès. Là. On n'a pas besoin d'en avoir une quinzaine, mais ceux qu'on a, il faut que ça soit bien compris de l'organisation. Il faut surtout garder le cap et puis les suivre. Un autre aspect très important de votre programme, pour sortir des chantiers battus, comme on disait d'entrée de jeu, bien, le programme de sécurité, il ne faut pas qu'il se fasse tout seul par le ciseau et son équipe dans un coin. Donc, il faut identifier rapidement, là, ça va être qui les parties prenantes, qui va pouvoir nous donner un coup de main dans le programme. Sans tout vous les passer, là, je pourrais vous nommer l'approvisionnement pour tout ce qui est la gestion de vos tiers. Si vous avez une dépendance accrue sur vos fournisseurs de services technologiques, ce serait bon d'avoir en place une certaine gouvernance avant le contrat, pendant le contrat et aussi après le contrat. On peut penser aux ressources humaines, qui va vous donner un gros coup de main là, dans tout ce qui est la sensibilisation aux utilisateurs, les nouveaux employés, les communications de marketing, j'en ai parlé beaucoup tantôt. Également, la partie gestion du risque. Je ne sais pas si dans votre organisation, vous avez un groupe qui s'occupe de la gestion du risque opérationnel ou risque d'entreprise. Ça, c'est un très bon allié là, avec qui vous pouvez travailler pour le programme pour s'assurer qu'on garde le cap sur les risques qui préoccupent l'organisation. Dans notre cas, on est chanceux. Le deuxième risque en importance à la STM, c'était le risque de cybersécurité. Donc, ça avait été énoncé par la haute direction avec tous les événements dont on a parlé tout à l'heure. Mais sans savoir nécessairement en connaissance de cause, c'est quoi notre situation ou notre posture face à ces risques-là. Je le passe rapidement pour arriver à la deuxième question. Donc, celle qui concerne plus les préoccupations tactiques. Donc, maintenant qu'on connaît le landscape et comment ça peut impacter notre organisation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, de ça va ressortir les objectifs de votre programme de sécurité. C'est quoi les risques et menaces que vous voulez venir mitiger, donc les capacités que vous allez venir vous doter, qui sont en lien avec ces menaces et ces risques-là que vous allez avoir identifiés. Puis de là, vous allez être capable de présenter une première feuille de route, un premier roadmap. Évidemment, la technologie et les risques évoluent tellement rapidement que c'est bon de prévoir, de revoir à chaque année, tout en gardant le cap, mais de revoir le programme, s'assurer qu'il est toujours pertinent, qu'il n'y a pas eu de nouveaux éléments ou des facteurs qui ont fait que les risques ont changé. J'aime beaucoup présenter des images. En fait, celle-ci, nous, on ne fait pas de transport aérien. Par contre, puis c'est pas ça notre stratégie, c'est pas de commencer à faire ça pour sécuriser nos systèmes. Mais l'avion a une propriété qui est, en fait, c'est le moyen de transport le plus sécuritaire. Même si quand il y a un accident, c'est très extravagant, puis ça fait des médias. Là, mais un avion, ses ailes peuvent plier jusqu'à 25 pieds avant même de se fracasser. Ça a des systèmes de contrôle, une boîte noire. Bref, il y a beaucoup de technologie et de sécurité dans l'aviation. Donc, on s'est dit, nous, on va avoir 3 capacités dans l'organisation, dont une qui est la résilience, sur laquelle on va miser le plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va se faire attaquer un jour. C'est plus juste de faire de la protection et de la prévention. Donc, ce qu'on a pris dans notre objectif du programme, on a juste pris 3 éléments. Donc, on n'a pas utilisé nécessairement le NIST qui dit Identify, Detect, Respond, etc. Donc, il y a 5 grands blocs là, dans le NIST pour leur framework de cybersécurité. On a regardé un peu ce que Deloitte disait dans leurs différents papiers de marketing, ce que KPMG faisait. Puis on a travaillé avec un des Big Four, là, sans le nommer, là, mais qui est venu chez nous et qui a fait un Capacity Assessment. Donc, ils ont regardé eux autres en fonction de nos différents risques qu'on avait identifiés et sur lesquels on s'est entendu avec la haute direction. Ils ont regardé qu'est-ce qu'on a comme capacité pour répondre à ces risques-là, puis c'est quoi notre posture. Donc, évidemment, ils ont utilisé une évaluation par niveau de maturité. Et puis de là, on les a classés aussi. Donc, quelles capacités qui font partie de la protection, celles qui font partie de la vigie, celles qui font partie de la résilience. Dans la protection, on peut penser là, vraiment, là, je parlais des règles d'hygiène tout à l'heure. Bon, mais est-ce que premièrement, on a identifié c'est quoi nos données les plus critiques dans l'organisation? On en a fait une classification. Est-ce qu'on gère bien les accès aux informations qui sont puis aux systèmes qui sont les plus critiques? Est-ce qu'on protège bien nos données contre les fuites de données puis contre des accès non autorisés? Les patch management, je pense qu'on ne peut pas assez frapper sur ce clou-là, mettre à jour les vulnérabilités, surtout dans le contexte de cybersécurité aujourd'hui, où les gens vont essayer de trouver toutes sortes de façons d'exploiter les systèmes.
former, sensibiliser, etc. Je pense que vous voyez un peu le principe. La gestion des fournisseurs aussi tombe là-dedans. L'aspect vigie est un petit peu plus flou au début. On savait qu'il fallait commencer à regarder un peu plus qu'est-ce qui se passe ailleurs, faire partie de communautés organisées où on s'échange de l'information. Puis vous savez qu'historiquement, en sécurité, c'était pas nécessairement un des aspects où on était les meilleurs. Donc les gens gardent une réserve à parler des incidents qui les ont frappés, puis qu'est-ce qui est arrivé, etc. Mais de plus en plus, ça s'organise, puis il y a des communautés là, où on parle plus ouvertement des vraies choses, puis on se donne l'heure juste sur nos capacités puis sur qu'est-ce qui se passe dans l'organisation. À l'STM, nous, on fait partie du réseau de toutes les organisations de transport d'Amérique du Nord. On se rencontre une fois par année, les CIO et les CISO. On parle un peu de nos préoccupations. Dernièrement, je ne vous cacherai pas que ça a été beaucoup le ransomware. Il y a une compagnie à San Francisco de transport qui s'était fait frapper et qui a été obligée de fermer. En fait, tout le monde devait prendre le métro gratuitement là, pendant une fin de semaine parce qu'ils ont refermé leur système pour s'assurer qu'il n'y avait pas de propagation du ransomware. Donc, dans la vigie, on a mis en place des systèmes où on reçoit de l'information en temps direct, des feeds sur des événements. On fait partie de groupes de communautés. Mais on a mis en place aussi un SIEM, comme plusieurs d'entre vous avaient peut-être ça déjà. Il y en a qui parlent déjà d'analytique, etc. Nous, on a dit, on va commencer par mettre un SIEM en place, puis on va mettre des use cases qui sont les plus pertinents, tu sais, la base. Donc, on a pris un document du SANS qui disait, voici, là, quand tu mets un SIEM en place, voici les 10, les 15, les 20 use cases les plus pertinents, le minimum que tu dois avoir. Donc, on a fait ça, on est vraiment parti de la base, on a gardé notre principe qu'il fallait mettre les règles d'hygiène, puis on essaie de ne pas aller trop dans le nice to have, puis partir sur un trip technologique, là. Et la dernière phase, la résilience, qui était celle sur laquelle on voulait miser le plus parce qu'on avait déjà beaucoup de force, comme je vous disais, là, dans la réponse aux incidents. Là, ce qu'on voulait faire, c'est de mieux planifier nos réponses aux incidents, d'avoir des meilleurs liens avec les communications pour gérer le message, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'il y a une attaque. Donc, avoir des plans pour des attaques spécifiques. Quand c'est du ransomware, voici le protocole à suivre. Quand c'est une attaque d'un virus qui fait tomber nos systèmes, voici un autre protocole. Donc, on a vraiment des réponses pour les différents types d'incidents qui frappent l'organisation. Et on le teste en continu. Donc, c'est pas juste un plan qui ramasse la poussière sur une tablette, là. On met ça à jour et puis on le vit en le testant puis en le mettant à jour suite à des post-mortem. En passant, tout ce que je vous dis là, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai tout pris ça dans des documents. J'ai travaillé avec des gens. Tous mes documents de référence sont dans la présentation. Donc, vous pourrez aller voir là, les documents là, qui vous intéressent. Les agents de menace. Oui, c'est beau de mettre des outils en place, mais maintenant, on voulait faire comprendre à l'organisation, à la haute direction, qu'on ne pourra pas se protéger d'un Kevin Mitnick qui veut vraiment nous frapper. Donc, oui, on met des investissements en place. Il y a des investissements pour les règles d'hygiène, pour se prémunir des virus de tous les jours, les affaires un peu plus de base. Mais il y a des gens qui ont des autorisations à l'interne qui peuvent accéder à certaines choses. Eux, c'est difficile de se défendre de quelqu'un qui est autorisé. On veut être au moins capable de détecter, puis de réagir, puis de se défendre rapidement. Alors qu'il y en a d'autres où on sait si jamais il y avait une attaque, une cyberattaque de la Russie sur notre métro parce qu'on est en guerre, bien, ça pourrait être assez difficile de s'assurer de ne pas avoir d'impact. Donc, on va vouloir limiter ces impacts-là là, en ayant un plan B et un plan C. On a fait aussi une petite matrice, donc on a regardé avec le partenaire avec lequel on a travaillé. Donc, c'est quoi les menaces qui sont les plus importantes pour nous autres? En fonction de ces menaces-là, quelles sont les capacités quels sont nos niveaux de maturité sur nos capacités principales? On a mis des poids aussi dans un calcul pour savoir si on fait quelque chose qui est de la détection versus quelque chose qui est proactif, réactif, etc. Ça nous donne un peu une formule qui nous arrive avec des niveaux de maturité, là. Les données qui sont là sont tout à fait fictives, mais vous comprenez un peu le concept, là. Vous pouvez réutiliser ce même type de matrice-là dans votre organisation là, pour mesurer, là, voir si vous avez les bonnes capacités pour rencontrer les bons risques. Puis de ça va sortir votre fameuse feuille de route. Donc, votre feuille de route ça va être des différents projets, des chantiers. Vous allez peut-être avoir un programme. La sensibilisation, on recommande évidemment que ce soit un programme en continu, que ce ne soit pas juste quelque chose qui est livré d'un seul coup. Donc, nous, notre programme aussi, on veut mettre en place de l'excellence opérationnelle. Donc, c'est bien beau d'avoir des outils, optimiser des outils. On veut s'assurer que nos processus puis nos gens aussi sont formés. Donc, pas banaliser le fait que certains processus doivent être testés puis peut-être optimisés parce qu'ils ne sont pas connus ou des fois, c'est juste le document, il y a 20 pages. Quand il arrive un incident, il n'y a personne qui va chercher le document parce qu'il est trop long. Fait que des fois, juste peut-être mettre en place un petit one-pager qui est dans les cubicules de toute l'équipe de gestion de crise qui donne les grandes étapes, une checklist à suivre.
Donc, on a vraiment insisté pour qu'il y ait des investissements qui soient faits, là, qui ne soient pas nécessairement sur des outils, mais qui soient beaucoup sur la maturité de nos processus. Surveillance et détection, j'en ai parlé tantôt. Fait que ça vous donne un peu une idée là, sur 3 ans, le genre de roadmap que vous pourriez présenter à votre haute direction. Leur montrer aussi c'est quoi la partie qui est CAPEX, c'est quoi la partie OPEX. Ils vont vous le demander. Ils disent combien de ressources tu veux là. C'est tout le temps la même chose. Ils pensent qu'on vient mendier pour avoir plus de gens dans nos équipes. Mais en fait, si on optimise les contrôles, qu'on automatise le plus possible, on serait capable d'en faire plus avec moins. Puis ça, c'est quelque chose qui normalement les fait sourire pas mal. La toute dernière question, donc la partie plus opérationnelle maintenant, c'est quoi la reddition de compte qu'on va faire? Notre stratégie à nous autres, c'était pas non plus de noyer la haute direction avec trop d'informations ou leur présenter nos dashboards opérationnels sur combien de virus qu'il y a eu ce mois-ci ou combien d'attaques de phishing on a reçues. On s'est dit donc on va faire une structure de reddition de compte qui soit quand même qui soit fonctionnelle, mais qui soit de base aussi. Là, on ne veut pas rendre des comptes à tout le monde, mais c'est important de bien communiquer et d'être transparent. Donc, notre exemple de structure qu'on voulait mettre en place, un comité de pilotage pour le programme qui, lui, se rencontre vraiment sur une base plus régulière pour regarder y a-t-il des enjeux dans le projet sur les délais, les coûts, etc. Est-ce que le programme aussi garde le cap vers les objectifs qu'on s'était donnés? Donc, on est-tu parti sur un trip technologique ou on est encore en train de viser stratégiquement à rencontrer une atténuation d'un risque qui avait été identifié? Au niveau de la haute direction, une ou 2 fois par année, normalement, va suffire. Puis vous pouvez leur présenter simplement un tableau de bord sur les 3 capacités. Nous, c'est ce qu'on a présenté, ce qu'on a proposé à la haute direction. C'est on va venir vous voir, on va vous montrer où on est aujourd'hui, où on va être si on met en place les investissements l'année prochaine, l'autre année et puis la dernière année du programme. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sûr que le programme peut être revu là, pour s'assurer qu'on reste à jour avec les enjeux. Mais le moins possible. On veut pas faire trop de demandes de changement pour essayer d'aller chercher plus d'argent. On veut garder la rigueur là, sur la gestion d'investissement. Ça, c'est un peu un exemple de tableau de bord. C'est très, très simple. C'est pas un spreadsheet Excel avec 1000 tableaux. Là. Puis je vous dirais que normalement, ça suffit. Si vous en amenez trop, vous allez noyer le message, puis des fois, vous allez perdre aussi leur attention. Donc ça, ils voient ça. Ils ont une seule image qu'ils voient. Ils voient des flèches. Ça leur dit un peu où on est aujourd'hui, puis où on va être demain. Les leçons apprises que nous, on a apprises, puis les recommandations qu'on pourrait faire, c'est très important de garder le cap. Là, donc, pas se laisser aller dans les nice to have, puis partir sur des trips technologiques. Là, je pense que ça fait 4-5 fois que je le dis, mais on ne peut pas le redire assez. Là, les gens, par instinct, les gens technologiques vont vouloir profiter de ces nouveaux outils-là, puis ils vont peut-être vouloir activer des choses, mais à chaque fois qu'on active quelque chose, on peut créer un impact sur les processus. Ça prend des petits cœurs qui battent pour surveiller, etc., etc. Donc, on garde le cap sur la stratégie et les objectifs du programme. Prendre en compte la capacité de livrer de l'organisation. Trop souvent, les gens se font un beau programme, puis après ça, quand il vient le temps de livrer, bien, ils ne sont pas capables, leur burn rate n'est pas assez grand, ils ne sont pas capables de dépenser tout l'argent, parce qu'à ce moment-là, ils ne rencontrent pas non plus l'engagement qu'ils avaient pris avec la haute direction. Donc, assurez-vous que vous êtes capable d'avoir les gens, parce que souvent, c'est les mêmes gens à l'interne qui opèrent, qui vont travailler sur vos projets. Donc, nous autres, c'était le cas à la STM. Il a fallu faire vraiment des bons plans de charge, puis être capable aussi de planifier en conséquence. Donc, si une telle personne, c'est la seule ressource pour un projet, puis il est déjà dans un autre projet, bien, dans ton roadmap, tu t'assures de le placer en conséquence. Il n'y a rien de pire qu'obtenir du financement d'investissement, puis pas être capable de livrer. Ça, je vous le dis, là, vous ne voulez pas vous ramasser dans une situation comme ça. Faire les arrimages avec des projets en cours, donc de façon optimiste. S'il y a des projets où ils vont revoir les accès, bien peut-être vous êtes capable de faire le pont et utiliser ces projets-là comme levier pour mettre en place certains éléments de votre programme de sécurité. Structurer une reddition de compte formelle. Assurez-vous que la reddition de compte, c'est compris qu'est-ce que vous allez présenter à qui en temps opportun, puis quelle information vous allez remonter. Donc, mettre des structures qui sont très formelles là, de reddition de compte et de communication. Informer la haute direction des éléments qui composent la cybersécurité. Donc, il faut qu'ils comprennent, comme on vous a montré tout à l'heure, c'est quoi le landscape à haut niveau, puis bien circonscrire aussi là, comment ça nous affecte nous autres, puis c'est quoi qu'est-ce qui concerne les affaires puis les impacts opérationnels. Être concret pour s'appuyer sur des données autant que possible, donc moins subjectif, pas trop d'émotions, amener des données, amener des faits, ça les gens vont l'apprécier grandement. Être concret, partager l'information des incidents, pas avoir peur de présenter des incidents qui se sont passés dans le marché, mais aussi à l'interne. Lorsqu'on a des événements comme WannaCry, si on n'était pas patché, bien,
n'ayons pas peur de donner l'heure juste, d'être transparent dans nos communications, mais toujours leur arriver aussi avec la solution, là, pas juste leur présenter des problèmes, évidemment. Et finalement, présenter les risques pour des besoins d'alignement. Donc oui, c'est important pour garder le cap, que les objectifs rencontrent les risques, mais devant la haute direction, attardez-vous pas nécessairement sur les risques, présentez plutôt ce qu'on peut contrôler, qui sont nos capacités et notre maturité sur nos différents contrôles en place. Donc oui, les risques sont là, on garde le cap, on surveille sur le radar, mais on va parler de ce qu'on contrôle, là, qui est notre environnement à nous et nos capacités. Ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas si j'avais le temps pour des questions. En fait, tant qu'ils ne viennent pas me kicker dehors, on pourrait peut-être passer une période de questions. J'imagine que le micro en avant est fonctionnel, donc gênez-vous pas si quelqu'un veut casser la glace, poser une question. Combien les investissements de notre programme de sécurité? Non, c'est confidentiel. Oui? La question. Moi, ma préoccupation principale, ce serait une panne du métro en heure, le soir. Le soir, moins, parce que le métro ferme quand même, mais il ferme tard. Mais ce serait vraiment une panne liée au système informatique en pleine heure de pointe. Donc, dès qu'il y a une panne de métro, nous autres, c'est les médias, puis là, tout le monde est sa cellule de crise, le président, le DG. Fait que si c'était lié à une attaque informatique, ça me préoccuperait beaucoup. Donc, et présentement, nos systèmes informatiques qui contrôlent le métro, c'est des systèmes SCADA, donc c'est des systèmes d'ingénierie et non pas des systèmes TI comme on connaît. Donc, c'est important pour quelqu'un comme moi qui n'a pas un background d'ingénieur de bien comprendre c'est quoi les enjeux et mettre les investissements au bon endroit. Puis justement, il y a quelqu'un, je ne nommerai pas dans la salle ici, qui a travaillé avec nous pour faire cette évaluation-là de nos systèmes d'ingénierie de métro, pour s'assurer que nos contrôles clés, en fonction de nos risques, ils sont adéquats, qu'on a les processus en place aussi. Les ingénieurs ne fonctionnent pas avec ITIL. Là. Les ingénieurs fonctionnent par procédé, puis ils ont un autre langage, une autre sémantique qui est complètement différente. Fait qu'il faut être capable d'avoir l'heure juste, puis moi, c'est ça ma responsabilité. Fait que je vous dirais que c'est ça qui me préoccupe le plus, mais c'est pour ça que c'est ma priorité, puis que je travaille dessus présentement là, dans un chantier là, qui est très défini. Très bonne question. Oui? Okay. La question, c'est combien de personnes j'ai dans mon équipe? C'est quoi leur rôle et responsabilité? Puis est-ce que j'ai suffisamment de personnes? La réponse à ça, c'est oui, j'ai suffisamment de personnes. J'en ai 15 en fait aujourd'hui, mais j'ai des gens qui j'ai la responsabilité de la gestion des accès. J'ai un analyste qui fait la surveillance des événements avec le SIM, etc. J'ai quelqu'un ici dans la salle qui s'occupe de la gouvernance, la conformité, la sensibilisation. J'ai des architectes aussi qui s'occupent dans les projets de mettre en place les contrôles, suivre nos normes et politiques. Mais je m'appuie beaucoup sur l'organisation. On a un officier de sécurité dans chacun des secteurs d'affaires. En fait, on en a plus qu'un même. Ces officiers de sécurité-là, on leur donne beaucoup d'amour. On les entretient, on leur donne de la formation, on leur donne l'information privilégiée aussi sur qu'est-ce qui se passe dans les événements. On leur a parlé du ransomware, on leur a expliqué c'était quoi. Parce que ces gens-là deviennent des ambassadeurs qui sont près des secteurs d'affaires. Puis ça devient des gens de confiance vers qui le secteur d'affaires se tourne lorsqu'il y a une incertitude. Fait que ça nous aide beaucoup. Fait que, est-ce que j'ai besoin de plus de gens? Non, j'utilise l'organisation là, pour combler plusieurs besoins. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne crédibilité à haut niveau. Puis en faisant la tournée, nous, de nos directions exécutives, bien, les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait. Puis ils savent aussi c'est quoi le rôle de leur officier de sécurité. Ça, on avait mis beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, c'est... Oui. Nos officiers de sécurité, c'est pas des cadres, en fait, il y en a toutes sortes. Il y en a, honnêtement, qui c'est l'adjointe administrative, mais on la forme, puis on répond à ces questions, puis on leur donne beaucoup de soutien. Donc, mon équipe, j'ai des techniciens dans mon équipe, c'est eux vraiment qui les encadrent. Mais quand j'ai rencontré la haute direction, on leur a dit c'était quoi les critères pour les officiers de sécurité. Donc, ça prenait quelqu'un qui est disponible, qui a du temps, quelqu'un qui a un intérêt. Ça prenait un backup aussi. Fait que, on leur avait donné tous les critères, puis on leur avait demandé revalidez-nous qu'on a les bonnes personnes en place. Fait que ça a tout fait partie ça, de notre stratégie de communication. Oui. Je suis très bien positionné, je suis assez chanceux. On a fait une transformation récemment. Avant, on avait, nous, 2 secteurs technologiques. On avait les systèmes SCADA, les ingénieurs, puis on avait les TI, corpo, etc. Là, aujourd'hui, c'est fusionné. Donc, mon patron est maintenant siège sur la haute direction. Donc, il répond directement, il est sur le comité de direction. Puis moi, je suis chanceux, il m'a gardé sous lui. Donc, j'ai un accès directement au comité de direction. Puis
Puis je vous dirais que j'y vais souvent. J'étais là il y a 2 semaines pour parler de WannaCry, parler de notre stratégie du ransomware. Est-ce qu'on paye, est-ce qu'on paye pas, est-ce qu'on communique avec les autorités. Fait que j'ai vraiment un très bel accès, moi, à la haute direction. Mais ça s'est bâti, ça, avec le temps, là, je vous dirais aussi. Là. Dans les rôles de responsabilité, si on prend la nomenclature du Conseil du Trésor, aussi, c'est tout dans ton équipe ou il y en a qui sont Bien, toutes les OSI, on n'utilise pas bien ça, nous autres, là, mais je comprends le concept. Là. En fait, toute la sécurité de l'information, les risques technologiques et la conformité sont dans mon équipe. Donc, il va falloir maintenant que je m'organise du côté métro. Ça va être qui mes alliés qui vont pouvoir m'aider là-dedans. Mais je suis responsable du risque technologique au-delà de la sécurité aussi. Donc, tout ce qui est l'obsolescence des systèmes, il faut s'assurer que les systèmes sont bien gérés, qu'on gère la désuétude, etc. Ça fait partie aussi de mes responsabilités. Mais c'est sûr qu'ici, le contexte, c'est plus la cybersécurité. On est en train de mettre en place un comité de risque informationnel sur lequel siègent le service juridique, le risque, les secteurs d'affaires et puis... Pardon? Non, l'audit n'est pas là. Mais par contre, l'audit, on leur fait déjà assez de reddition de comptes. On n'a peut-être pas besoin de les avoir à cette table-là. Non, mais c'est une table stratégique où on établit la stratégie. L'audit ne peut pas vraiment s'impliquer dans le comment on fait les choses parce qu'après ça, ils vont être biaisés. Il faut garder l'indépendance. Ça. Absolument. On est dans les balbutiements de tout ça, fait que faut vraiment se positionner parce que la reddition de compte, oui, il faut en faire, mais à un moment donné, de la décupler. Exact. Je pense que je vais me prendre une dernière question, j'avais en arrière, puis... De la résilience. Comme je vous disais, on fait des tests de continuité des affaires à chaque année. Dans ces tests-là, on inclut un test de sécurité. Donc, je vous avais dit, l'année passée, on a fait un scénario de ransomware. Fait qu'on a regardé vraiment, est-ce que les gens ont ouvert le pont de communication dans les temps? T'sais, on a suivi le processus. Est-ce qu'on était capable de respecter les SLA, etc.? Fait qu'on se mesure finalement en testant en continu la résilience. Et on a des contrôles qui ont été identifiés par notre partenaire avec qui on travaille, que lui vérifie cette maturité-là. C'est beaucoup, est-ce qu'on a un plan de continuité? Est-ce qu'il est mis à jour? Est-ce qu'il est testé, etc. C'est beaucoup l'aspect de résilience, puis tout notre processus de gestion des incidents, de gestion des événements majeurs. La relève fait partie de la continuité, oui. J'en prends une dernière, parce que là, je pense qu'Éric va venir me chercher par le collet, puis il est un petit peu plus gros que moi, fait que je vais me conformer. Vous avez parlé que c'était la STF, la troisième société de transport. Oui. Vous avez l'occasion d'échanger avec d'autres sociétés de transport sur les bonnes pratiques? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Mon patron faisait partie d'un consortium où tous les premiers responsables de l'informatique parlent ensemble. Il y a San Francisco, New York, Massachusetts, etc. Puis l'année passée, on a mis en place une sous-cellule qui sont les ciseaux. Fait qu'on se rencontre une fois par année, puis une fois par mois, on a quelque chose par téléphone, un meeting conference, puis on se parle des vrais enjeux. Le FBI, la dernière fois, le FBI sont venus nous parler, nous ont parlé du ransomware, etc. Fait qu'on a mis ça en place, cette plateforme d'échange-là. Puis je vous dirais que c'est très efficace parce qu'on a toutes les mêmes réalités. À savoir, est-ce qu'on met les TI et les TO ensemble? Est-ce que c'est vrai qu'on peut rouler du XP du côté des TO sans avoir de risque? Fait que, tu sais, on se parle des vraies affaires. Mais je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne conférence.